Mais vous délirez. On est en démocratie, on est dans l'après 68. Qu'est-ce que vous venez vous parler de totalitarisme? Notamment avec le seuil des attentats du 11 septembre qui ont permis l'imposition d'une législation d'exception à l'échelle de l'Occident, qui a donné au pouvoir étatique la possibilité d'espionner tous ses citoyens et de faire à peu près ce qu'il voulait sans compte à rendre à qui que ce soit et en s'exonérant de la justice. Comme c'est des gens qui n'ont aucune spiritualité et qui sont totalement paniqués face à la perspective de leur propre mort, ils veulent se rendre immortels, mais aussi avoir plein d'esclaves pour les servir, là où eux puissent jouir de tous les privilèges. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Dominique Michel. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour Kate et merci pour votre invitation. Et c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Je rappelle rapidement que vous êtes anthropologue, expert en santé publique. Vous êtes également créateur de contenu sur YouTube puisque vous avez votre propre chaîne. Et puis vous êtes auteur de plusieurs livres, dont le dernier qui s'intitule La fabrication du désastre, publié en mai 2024 avec une préface du professeur Christian Perron. Alors, ce livre, c'est une critique de la gestion de la crise Covid-19. Vous revenez, entre autres, sur les dérives scientifiques et institutionnelles menées durant cette période, une gestion qui a entraîné des conséquences sociales et psychologiques sur la population, et on y reviendra certainement dans cet entretien. On assiste actuellement à un recul de la natalité en France. Et Emmanuel Macron et plus récemment encore Prisca Thévenot, qui a quitté son poste de porte-parole du gouvernement, nous parle de réarmement démographique. Mais comment expliquer qu'Emmanuel Macron semble sensible à cette question, qu'il demande un rapport ministériel. Donc il y a un rapport ministériel qui a été publié en 2022 par deux médecins qui montre que 3,3 millions de citoyens français sont touchés par l'infertilité. Ouais. Et donc il y a aussi des solutions qui sont proposées, comme par exemple la création d'un institut national de la fertilité pour, je cite, impulser, piloter et coordonner la recherche, les actions de prévention et la prise en charge des patients et patientes, parce que ça concerne à la fois les hommes et les femmes, l'infertilité. Oui. Alors là, il faut revenir, pour répondre à votre question, aux deux éléments qui sont l'ingénierie sociale d'un côté et la psychopathologie de l'autre. Alors, j'ai beaucoup décrypté la psychopathologie d'Emmanuel Macron parce qu'elle est tellement évidente quand on connaît la santé mentale. Mais après, c'est pas seulement qu'elle est évidente, c'est qu'elle se traduit en actes et en faits en permanence d'une manière qui conduit la population à ne pas voir ce dont il s'agit. Et en l'occurrence, les deux éléments centraux de la personnalité et du comportement d'Emmanuel Macron, c'est l'inversion accusatoire. Il va accuser les autres de ce qu'il fait lui-même. Puis le deuxième élément, c'est de toujours prendre le contre-pied de ce qu'il dit. Donc à chaque fois qu'il dit quelque chose, sauf exception, en fait, il est en train d'avoir l'intention du contraire. Une fois qu'on a compris ça, c'est très simple. C'est comme une boussole inversée. Une fois que vous avez compris que ce qui devrait indiquer le nord indique le sud, voilà, vous pouvez vous orienter de manière très confortable dans la réalité. Et Emmanuel Macron n'est que ça. Alors, je suis désolé, je fais un raccourci, mais j'ai produit des émissions et des émissions pour montrer très précisément comment ça se passe, ainsi qu'un certain nombre d'états de transe dissociative dans lequel il entre à certains moments, comme quand il a annoncé la bête de l'événement. Tout le monde s'en souvient, en avril 2020, la bête de l'événement est là. Et là, vous voyez cet état dissocié et même jubilatoire qui apparaît dans des micro-expressions. C'est très caractéristique des profils psychopathes, au sens clinique du terme. Et donc, quand Macron dit on va favoriser le réarmement démographique, il y a deux choses à comprendre. La première, c'est qu'il n'a aucune intention de faire reprendre la démographie, parce que chaque chose qu'il annonce, c'est en fait le contraire qu'il faut comprendre, et puis que l'expression elle-même est une arme psychologique. Parce que réarmement et démographique, ça ne va pas ensemble. Faites l'amour, pas la guerre. On fait des enfants en faisant l'amour, pas en faisant la guerre. Et donc, il est en train d'injecter ces poisons. Vous voyez comme c'est intéressant. Le en même temps, c'est passionnant, parce que c'est valide dans tout un domaine de la pensée. Pourquoi est-ce que notre manière très technocratique d'aborder le réel est aussi inefficace? C'est parce qu'on n'arrive pas à penser le en même temps. Ce qui fait que deux choses contradictoires peuvent être vraies simultanément, et donc on doit tenir compte des deux.
Mais le propre de Macron, c'est de tout réutiliser pour le pervertir. Donc, il a réutilisé ce concept cognitif ou philosophique, épistémologique extrêmement intéressant, mais pour en faire quelque chose de stérilisant. Si vous dites deux choses, une chose et son contraire dans la même phrase, en faisant croire que c'est logique, à ce moment-là, vous créez une sidération. Comme rester chez vous pour sauver des vies. Manger des insectes pour lutter contre le réchauffement climatique. Apprendre la fellation et la sodomie aux enfants pour les protéger des abus. Vous voyez, on est dans le en même temps, mais pas un en même temps de pensée complexe, dans un en même temps psychopathologique, traumatique, et qui va suspendre chez celui qui le reçoit la faculté de penser intelligemment à ce qui se passe. Ça crée une sidération. Donc voilà, cet exemple, effectivement, pour moi, est caractéristique du style de gouvernance. Et accessoirement, on sait, on va lutter contre les abus sexuels, il y a de plus en plus d'abus sexuels. On va lutter contre les incivilités. Aujourd'hui, dès qu'on crée une commission pour lutter quelque chose, on est à peu près sûr que cela va amplifier. On nomme même politique pour la paix le fait d'envoyer à la boucherie et au front des Ukrainiens. On parle maintenant de les rafler des 18 ans pour les envoyer mourir au front. Et tous ceux qui promeuvent ça disent c'est notre projet pour la paix. Oui, donc voilà. Et la difficulté, c'est que l'immense majorité des gens n'ont pas les clés de lecture. Alors, quand même, le bon sens populaire fait que les gens sont en réalité beaucoup moins dupes qu'on le croit. Ils ont beaucoup plus d'antennes et de bon sens. Par contre, il n'est pas encore passé dans la réflexion collective, et surtout celle des gens plus éduqués, comme les universitaires, les politiques et les journalistes, de savoir repérer ce genre de motifs pour décrypter en fait ce qu'est en train de dire la caste pervers qui est au pouvoir, pour le dire de manière un peu simplifiée, mais qui quand même résume à l'essentiel ce qu'on dit là. J'aime bien rappeler une phrase d'Albert Jacquard qui, en 95, si je ne m'abuse, disait « Attention, on est en train de créer un monde dangereux parce que c'est tellement compétitif que arrivent au pouvoir ceux qui sont sans foi ni loi ou ceux qui sont tellement conformes qu'ils ne feront jamais rien pour empêcher ce que les gens qui sont sans foi ni loi voudront imposer. » Et aujourd'hui, on est là, on est avec une caste au pouvoir qui s'agrippe au pouvoir, qui est profondément toxique et dégénérée, et qui entretient des discours délirants de cette nature. J'aimerais que l'on parle de Maître Rainer Fulmich. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et donc c'est cet avocat allemand qui a été opposé farouchement aux mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19. Il est incarcéré depuis 1 an en Allemagne. Vous en avez fait une vidéo tout récemment justement pour alerter sur ces conditions de détention. Il y a 2 associations, je crois, allemandes qui ont comparé sa détention à celle de Julian Assange. Oui. Alors, il en est à sa 37e audition. On le détient parce qu'on l'accuse d'avoir détourné des fonds. Pourquoi son histoire doit nous alerter ? Et aussi, est-ce que ça aurait pu se passer finalement en France, ce genre de détention ? Absolument. Et là encore, je pense que une perspective longitudinale aide beaucoup. Vous voyez, dans les tout premiers écrits de Michel Maffezoli, alors qu'il était jeune sociologue, il a parlé de la logique de la domination et des nouvelles formes de totalitarisme. On était à la fin des années 70. Et quiconque à qui vous disiez ça à l'époque éclatait de rire en disant « mais vous délirez, on est en démocratie, on est dans l'après 68, qu'est-ce que vous venez vous parler de totalitarisme ?» Et lui avait décelé, avec la finesse qui est la sienne, le fait qu'un ensemble d'indicateurs sociétaux était en train d'indiquer une pente vers le totalitarisme. Et Alexandre Solzhenitsyn, qui a été libéré à peu près à cette époque, expulsé de l'Union soviétique, a confié à Philippe de Villiers « à l'avenir, les dissidents seront chez vous ». Vous vous targuez d'être le camp de la liberté et une société libre, mais c'est pas vrai du tout. Vous avez tout sacrifié au matériel, vous avez confié le pouvoir à des gens qui n'ont plus de spiritualité et de transcendance, et vous allez connaître un basculement tôt ou tard. Donc, c'est clair que si on n'a pas les clés de comprendre qu'on est de facto, depuis 2020, mais déjà auparavant, il y a eu, là encore, tout un long glissement, notamment avec le seuil des attentats du 11 septembre, qui ont permis l'imposition d'une législation d'exception à l'échelle de l'Occident.
qui a donné au pouvoir étatique la possibilité d'espionner tous ses citoyens et de faire à peu près ce qu'il voulait sans compte à rendre à qui que ce soit et en s'exonérant de la justice. Donc si on n'a pas perçu qu'il y avait cette dérive totalitaire, on ne peut pas mesurer ce que vit Maître Fulmich. Parce que ce qu'il vit, c'est typique des procès staliniens. Rappelons que lui, il a fait une commission Corona en faisant venir des experts, en enregistrant et en mettant tout en ligne pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe, mais aussi pour que des avocats puissent éventuellement puiser dans ce fonds documentaire pour justifier des démarches en justice. Et lui qui avait gagné des procès contre des mastodontes, la Deutsche Bank et Volkswagen, il a d'ailleurs retiré des bénéfices matériels tout à fait conséquents, a dit très tôt: les systèmes judiciaires européens sont tellement corrompus que nous n'avons aucune chance d'aboutir actuellement dans nos pays. Et on l'a vu en France. La justice est en panne, il n'y a plus d'état de droit. Sauf sur des querelles de voisinage. Mais dès qu'on arrive sur des questions un peu sensibles où l'intérêt de l'État est concerné, et a fortiori autour de la crise Covid, il faut savoir que les procureurs ont reçu du garde des Sceaux l'instruction de ne pas instruire les plaintes au sujet du Covid. Ça, c'est Maître Carlo Brusa qui l'a révélé. Enfin voilà, on pourrait multiplier les exemples. Et en fait, ce qui est fait avec Fulmich, c'est vraiment un exemple. Il a été kidnappé au Mexique sans extradition parce qu'il avait besoin de renouveler son passeport, kidnappé, emmené de force en Allemagne, incarcéré avec des charges qui sont ridicules. Je rappelle en 2 mots la situation en ce qui concerne ce qui lui est reproché. Comme beaucoup de dons affluaient pour les travaux de la commission, il a décidé avec ses partenaires de sécuriser l'argent dans l'achat d'or, dans des dettes hypothécaires, mais tout a été fait de manière transparente avec l'accord des comptables et des fiduciaires de tous les partenaires, c'était légal. Donc c'est totalement invraisemblable d'incriminer Maître Fulmich par rapport à ça. Et puis on voit que tout a été fait pour conduire à une culpabilité. On lui inflige des conditions de détention qui sont humiliantes, destructrices, traumatisantes. Ça fait depuis le mois de juin qu'il est au secret, qu'il peut sortir 1 heure par jour si tout va bien de sa cellule sans croiser ou faire le moindre signe à quiconque. Il est transporté menotté en audience, comme si c'était un terroriste ou un Rambo qui risquait de bondir sur une mitraillette pour s'enfuir en Allemagne. Enfin, on est vraiment dans du délire. Et puis alors, avec ce clivage où la plupart des gens sont pas au courant et s'en fichent, et puis ceux qui voient, évidemment, mesurent à quel point c'est là encore une confirmation, si besoin était, de la réalité du système dans lequel nous sommes tombés. Évidemment que Fulmich était Ce que j'ai observé aussi, c'est qu'ils ne s'en prennent réellement qu'aux gens qui sont dangereux. Les autres, salissage de réputation, ça suffit. Et donc, c'est des politiciens, comme le premier ministre slovaque qui a été victime d'une tentative d'assassinat, l'ancien premier ministre japonais qui avait refusé l'injection ARN et privilégié l'ivermectine, il s'est fait poignarder. On sait qu'il y a 5 ou 6 chefs d'État en Haïti et dans des pays africains qui avaient refusé les mesures de l'OMS, qui se sont fait descendre. Donc, vous voyez, ils ne s'attaquent qu'aux gens qui sont vraiment des dangers pour eux, et Maître Fulmich en faisait partie. Donc, ils sont dans une entreprise de destruction psychique à son encontre, et c'est d'autant plus important qu'on se mobilise tous. Comme il avait rencontré Robert Kennedy Jr. à Berlin en 2020, à l'été 2020, on peut espérer qu'il y ait des pressions américaines pour que cesse c'est de la torture au sens littéral du terme. C'est-à-dire que le traitement qui lui est infligé tombe dans le déni de justice, évidemment. De multiples manières, je renvoie les gens qui seraient intéressés aux articles, aux émissions publiées à ce sujet, et à de la torture blanche. On sait qu'au bout de quelques jours de mise à l'isolement, le risque de mortalité augmente pour au moins 5 ans. Et on serait tous capables de supporter 1 semaine ou 2 de mise à l'isolement. Mais 6 mois, 1 année, ça vous détruit. Voilà, donc c'est très caractéristique et ça aurait pu se passer en France, en Suisse, partout. On peut juste également rappeler que lors de cette 37e audition, Maître Fulmich a voulu annoncer 2 plaintes contre le ministère public. Alors l'une pour la violation de la loi en ce qui concerne la conduite des débats et l'autre pour des lésions corporelles allant jusqu'à la tentative d'homicide. Et en fait, ces plaintes ont été rejetées par le juge. Oui, donc, oui. Et la somme d'anomalies, alors peut-être développons juste celle-là, parce que c'est tellement frappant. Vous savez que normalement, il y a une publicité des débats, c'est-à-dire que les audiences sont accessibles au public, tout le monde peut assister à ce qui se passe. Et en fait, dans le système juridique européen, cela vise évidemment à protéger les droits de la défense.
Et là, le juge a imposé que les avocats de la défense fassent tout par écrit. Donc, au lieu de prendre la parole et de dire « Monsieur le juge, je proteste vis-à-vis de ça » ou « Mon client demande », ils doivent écrire une note, la transmettre au juge qui se retire pour délibérer et qui revienne dans la salle d'audience. Ce qui est totalement injustifié. Ça fait perdre du temps, il n'y a aucune raison, mais ça prive la défense de la possibilité même de dire d'une manière qui soit entendue par les quelques témoins présents. Enfin, c'est sidérant de gravité. Mais bon, ça montre là encore que nous ne vivons plus dans des états de droit. Le coup d'État a déjà eu lieu, comme je l'indique dans le livre, c'est-à-dire que selon les critères de l'ordre démocratique, constitutionnel et juridique, nous ne sommes plus dans des démocraties ni des états de droit. Alors, vous dites justement dans votre conclusion, le pouvoir, je vous cite, le pouvoir du totalitarisme global contrôle aujourd'hui à peu près complètement les pouvoirs exécutifs de nos différents pays, les instances parlementaires de nos différents pays, l'entier des appareils technostructures de nos États, les ministères de la Défense, de la Justice, les agents de sécurité, du renseignement et de la santé, les tribunaux et cours de justice, la presse et les médias de grand chemin, entre autres. Qui est derrière ça? Qui est derrière ce projet de totalitarisme global? Qui dirige toutes ces structures? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse ultime. Ce que j'ai pu documenter dans le livre, c'est tous les acteurs globaux qui ont dit que c'était leur intention d'arriver à cela et qui ont agi pour y arriver. Et là, on voit effectivement, c'est cette toute petite élite, enfin, c'est comme ça qu'ils se considèrent, de gens qui ont le plus de pouvoir et qui se disent « nous sommes beaucoup mieux placés que les populations pour décider du devenir de l'humanité ». Comme c'est des gens qui n'ont aucune spiritualité et qui sont totalement paniqués face à la perspective de leur propre mort, ils veulent se rendre immortels, mais aussi avoir plein d'esclaves pour les servir, là où eux puissent jouir de tous les privilèges. Alors, je suis désolé, je le résume d'une manière un peu condensée, mais il y a notamment dans les mémoires de David Rockefeller, qui est un des grands psychopathes globalisés, il dit littéralement ça. Et il dit même, si c'est ça les accusations qu'on porte contre moi, je plaide coupable, parce que c'est bien ce que je veux. Klaus Schwab, même chose. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Il a dit qu'il a infiltré tous les gouvernements des pays occidentaux. On voit que c'est McKinsey qui, bien sûr, travaille pour ces gens-là, qui a veillé à la coordination des politiques entre tous nos pays, pour que les populations puissent se dire, mais si on fait ça en Allemagne, en France, en Suisse et en Espagne, si tout le monde fait ça, c'est forcément que c'est juste. Ben non, c'est qu'il y a McKinsey qui était en train de travailler, et vous savez les dizaines de milliards que Macron a dépensé pour les services de McKinsey en mettant en échec tout ce qui, dans l'administration, savait prendre de bonnes décisions par rapport à ça. Donc, c'est là aussi où on est dans cette configuration que je trouve tellement intéressante, c'est-à-dire que oui, il y a un complot mondial évident et avec cette particularité que ceux qui le mettent en œuvre ne s'en cachent pas. Ils le disent. Mais comme c'est devenu complotiste, soi-disant, de dire « mais vous avez entendu ce qu'ils ont dit », ça veut dire qu'ils ont le luxe de procéder d'une manière que j'ai appelée « cachée en pleine lumière ». Yuval Harari le dit, nous allons pirater votre esprit, nous en savons plus sur vous grâce au big data que ce que vous savez. Attali nous dit, mais il y aura une petite caste de privilégiés, une grande cohorte d'esclaves paupérisés, et puis une petite classe moyenne qui essaiera de survivre. Ils le mettent en œuvre, et quand on se permet de le souligner, il y a des gens qui disent « ah, vous êtes vraiment complotiste, vous êtes un peu parano quand même ». Mais je pense que c'est là que se situe l'écueil, parce que c'est tellement gros, c'est tellement violent, c'est tellement fou, que la plupart des gens n'arrivent pas à imaginer qu'on en soit en réalité ici aujourd'hui. Alors, en ce qui me concerne, je compte beaucoup sur ce qui se passe aux États-Unis, et notamment si Trump a réellement l'intention de dévoiler tous les fichiers relatifs au 11 septembre, à l'assassinat des frères Kennedy, à l'affaire Epstein, à ce moment-là, à mon avis, sachant que Fauci et Gates sont dans le collimateur de Robert Kennedy Jr. et de la justice, qui sont en train de vouloir déconstruire l'état profond au niveau des agences de sécurité nationale, on a des chances. Maintenant, il y a des gens qui sont peut-être moins dans l'espérance que je le suis et qui disent non, tout ça c'est de l'esbrouf. Hein. En fait, même l'équipe qui arrive au pouvoir, on voit comment ils soutiennent le génocide à Gaza et le suprémacisme messianique israélien. En fait,
Voilà, c'est juste pour vous faire croire qu'il y a un espoir, mais dans les faits, il y en a pas. En ce qui me concerne, je reste toujours curieux de voir ce qui va se passer, donc ça reste ouvert. Mais en tout cas, cette machination diabolique, on la voit. La bonne nouvelle, c'est que elle donne quand même l'impression de ne pas convaincre tant de monde que ça. Parce que pour qu'une société embarque dans un projet de civilisation, il faut qu'elle en ait envie. Il faut que ça soit désirable. C'est un truc où vous allez avoir des puces dans le cerveau, on vous euthanasiera quand vous ne rapporterez plus et vous ne ferez des enfants que si le gouvernement est d'accord, en vivant sans vous chauffer l'hiver. On voit quand même peu de gens qui sont enthousiastes par rapport à ça, sauf la petite caste de privilégiés qui vit très très bien en n'en ayant rien à faire de ce que vit la population dans son ensemble. Donc voilà, en ce qui me concerne, je garde des motifs d'espérance, mais en tout cas, dans le petit résumé que vous venez de lire, il y a quelque chose qui serait de nature à nous faire désespérer s'il n'y avait pas ces autres indicateurs que la situation est peut-être plus mouvante qu'on pourrait le concevoir. En tout cas, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Et là, c'est le transhumanisme dans toute sa splendeur, si je peux me permettre. Pour revenir sur Yuval Harari, quand même, un mot, j'ai envie de m'attarder sur lui parce que vous le nommez comme l'éminence grise ou l'âme damnée, n'est-ce pas? Et moi, je serais plus pour ce qualificatif-là, d'ailleurs. Dans un de ces discours que vous avez mis à la fin, dans la conclusion, alors, voici ce qu'il dit. Que les gens prennent conscience, et là, on va en reparler surtout de la spiritualité, donc de ce que le nouvel ordre mondial veut faire de cette spiritualité et comment il l'interprète aussi. Donc, il part dans un délire sur l'humanité du 21e siècle, verra la bio-ingénierie et l'intelligence artificielle qui est la capacité divine de création du vivant. Les principales productions de l'économie du 21e siècle ne seront pas les textiles, les véhicules ou les armes, ce seront des corps, des cerveaux et des esprits. Nous apprenons à modeler la vie. Les humains sont aujourd'hui des animaux piratables. Et puis ensuite, il dit, nous acquérons vraiment des pouvoirs divins de création et de destruction. Nous transformerons vraiment les humains en dieux. Je dois dire que cette phrase m'a profondément choquée, vraiment. Elle a le mérite de la franchise. Ça nous dit exactement quel est leur état d'esprit. Et effectivement, c'est quoi la spiritualité? Alors, on pourrait donner beaucoup de définitions. Moi, j'ai beaucoup travaillé ça parce que c'est un des déterminants du rétablissement dans le domaine de la santé, en particulier de la santé mentale. Des gens qui arrivent à se rétablir de troubles bipolaires, de schizophrénie, de dépression ou d'addiction s'appuient toujours sur la spiritualité pour ce processus d'une manière ou d'une autre. Mais on pourrait dire que c'est à la fois le fait de reconnaître que nous sommes des créatures dans une création. Or là, ce que veulent les transhumanistes, c'est devenir les créateurs. C'est se substituer aux créateurs. Or, la vie est un donné. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Nous sommes dans un corps, un genre, à une époque, avec des qualités et des défauts. Tout ça est donné. Au même titre que les autres créatures en ce monde, animales, végétales, ce que vous dites, sont aussi des créatures dans une création. Et là, il y a effectivement ce délire mégalomane, l'hubris, ce mélange de paranoïa et de mégalomanie qui dénote une caste de gens qui sont en fait terrifiés à la perspective de leur propre finitude, qui sont des psychopathes, donc ils n'ont pas de scrupules ou de culpabilité quant à ce qu'ils infligent aux autres ou à la planète, et tout ce qu'ils veulent, c'est atteindre l'immortalité en ce monde, ce qui est juste complètement délirant comme projet. Et ce qui est intéressant, c'est que nos sociétés occidentales ont été très déreligiosées, si j'ose dire. Alors qu'on voit par exemple que dans les pays de l'Est, on le voit actuellement en Roumanie, ce qui tient la société et lui permet de camper ferme sur des valeurs, ce sont les formes traditionnelles de religion, en l'occurrence chrétienne. Alors que nous, on a été déchristianisés avec des formes de propagande très virulentes. Alors Dieu sait s'il y a eu des problèmes et des scories avec l'Église, donc je ne suis pas une grenouille de bénitier qui coisse les vertus de l'Église catholique. Non, il y a eu énormément d'hypocrisie, de dérives, de choses très critiquables. Mais si on fait le bilan de 2 millénaires de christianisme, c'est une forme de spiritualité qui a apporté énormément de choses, et en particulier de choses dont nous aurions besoin aujourd'hui.
Et je le dis pas en tant que chauvin. Moi, je suis anthropologue. Mais je vois que dans le christianisme, il y a des fondements de civilisation, notamment ce que tu fais au plus fragile des membres de la société, c'est à Dieu que tu le fais. Si on tient compte de ça, alors à ce moment-là, ça change totalement la manière dont on se comporte avec les autres. Aussi le fait que c'est la première religion qui se désethnise. Et c'est plus rattaché à un groupe ethnique, mais il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni barbares, ni hommes, ni femmes, ni esclaves, ni hommes libres, il n'y a que des enfants de Dieu. Et donc ça, c'est pour donner juste 2 exemples, on pourrait en multiplier d'innombrables, et on a fait croire, notamment dans la modernité, que le christianisme avait été obscurantiste, qu'il avait lutté contre la science, qu'il avait été intolérant, qu'il avait brûlé des millions de personnes. C'est faux. La Révolution française a fait plus de morts en un mois que l'Inquisition pendant toute son histoire à travers l'Europe. Alors, ça ne veut pas dire que c'était bien, mais là encore, l'Inquisition, quand on se penche sur les documents historiques actuels, c'était la première fois qu'on donnait autant de garanties à la défense, et dans 98% des cas, ça se soldait par un non-lieu. Souvent, c'était des querelles de voisinage, vous voyez, ce genre de truc qui existe quand on croit à la sorcellerie. On en voit encore beaucoup en Afrique. Donc, à un moment donné, le groupe tombe sur quelqu'un et en fait son bouc émissaire. Et en fait, l'Inquisition libérait infiniment plus de gens, et les seuls qui étaient condamnés, c'est ceux qui avaient relapsé. C'est-à-dire qu'ils avaient récidivé dans quelque chose dont on pouvait démontrer que la personne... Donc, voilà, c'est pas pour justifier l'Inquisition, mais c'est pour montrer que toute notre compréhension du christianisme a été façonnée par des siècles de propagande pour nous faire croire que ça n'est qu'une horreur, et c'est ce que croient la plupart des Français aujourd'hui. Pas d'église, on va quand même pas revenir à ce truc-là. Or, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas se couper de ses racines. Et on ne peut aller vers l'avenir, ça veut pas dire qu'on a besoin de repratiquer à l'église tous les dimanches, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a un héritage avec des côtés somptueux et précieux qui, si on s'en coupe, fait de nous des êtres hors sol, et donc des proies pour les transhumanistes. Donc je pense qu'il y a un énorme enjeu spirituel. Maffezoli, encore lui, avait montré que l'époque en devenir, l'époque en gestation qui est en train de naître à travers ces souffrances de l'accouchement sera profondément spirituelle, parce que les gens aspirent à de la communion, mais aussi à cette juste place dans la vie où, sachant qu'on n'est pas le créateur et qu'on n'a pas à l'être, on peut s'émerveiller du monde tel qu'il est et chercher à entrer en relation authentique avec les autres. Et juste ça, l'émerveillement et la relation authentique, c'est par définition ce dont sont incapables des gens comme les prédateurs globaux au pouvoir, Macron, Yuval Harari, Bill Gates, Klaus Schwab, ils sont incapables de ça. Vous lisez Le Traître et le Néant des 2 journalistes sur Macron, on voit, c'est quelqu'un qui n'a aucune authenticité dans aucune relation, et il n'a pas cette capacité d'émerveillement, donc d'envie de prendre soin de la création. Si j'aime le paysage, si j'aime l'habitat, si j'aime ma communauté, si j'aime les groupes dans lesquels je suis, je veux pas qu'il leur arrive de mal. Je veux pas qu'on les rudoie, qu'on les blesse, qu'on les maltraite ou qu'on les réduise en esclavage. Donc, je pense que c'est aussi notre clé. Je suis désolé, je suis un peu bavard, mais ça me tient très à cœur, parce que je vois beaucoup de gens dans la dissidence qui disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, on essaye tout, il y a rien qui marche. » Et c'est vrai, il n'y a même pas de projet politique pour sortir de l'ornière. Enfin, il y en a quelques-uns ici et là, mais aucun qui, vous voyez, parviennent à rassembler. Et moi qui aime bien prendre les choses à l'envers, je me suis demandé, mais est-ce que c'est pas notre force? Parce que les projets tout construits à l'avance, ils marchent jamais. Et ce dont il s'agit, c'est de trouver en nous, de cultiver cette capacité d'émerveillement et ces pouvoirs d'agir pour ne plus nous laisser faire et faire sécession. Le jour où on arrête de jouer le jeu, c'est fini. C'est game over. Et donc, je pense que nous avons vraiment, dans une logique de résistance, à cultiver cette manière d'honorer notre histoire, d'honorer le passé, d'honorer nos traditions spirituelles, et puis de vivre dans des collectifs des choses qui soient bonnes et bienfaisantes, et par des médias comme le média en 442 qui fait énormément de bien. Parce que vous mettez en circulation les compréhensions qui permettent de bien évaluer la réalité dans laquelle nous sommes, ça donne de l'intelligibilité aux choses, mais ça montre aussi qu'il y a toute une force vitale qui est active dans le pays réel, dans la société réelle, alors que les élites, elles, sont totalement mortifères et morbides, mais essayent de nous faire croire que nous n'avons pas d'autre option que de subir le fait qu'elles détiennent le pouvoir. Et au fond, l'anarchiste en moi se réjouit,
Ce dont il est question, c'est de dire à ces gens, non, vous n'êtes pas dignes d'avoir aucune responsabilité, nous n'avons pas besoin de vous pour gouverner. Et on sait que les collectifs dans lesquels il y a une vraie liberté d'être soi-même, au travail, par exemple, prennent de bien meilleures décisions que les systèmes beaucoup plus hiérarchiques. Parce qu'on autorise chacun à apporter ce qu'il croit comprendre dans une écoute mutuelle. Systématiquement, on a énormément d'études à ce sujet, les décisions sont meilleures. Donc c'est probablement cette reconstruction du collectif dans des formes qui ne soient plus soumises à du pouvoir. Et là, même l'Église catholique a beaucoup abusé de positions de pouvoir. Et il s'agit de réhorizontaliser la spiritualité incarnée dans la vie des communautés dont nous faisons partie, dans les territoires où nous sommes, pour pouvoir faire repartir quelque chose, mais qui n'aura probablement à peu près plus rien à voir avec ce dont nous sommes en train de sortir. Merci Jean-Dominique. En tout cas, j'espère que votre message sera entendu. Effectivement, peut-être que la clé, c'est de retrouver son véritable pouvoir en fait créateur individuellement, et puis après s'organiser en tant que collectif. Et là, on voit en France un peu quelques petits mouvements qui sont en train d'émerger. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, c'est vrai que ça aspire quand même de l'optimisme. J'avais quand même envie qu'on parle. Alors, vous l'avez évoqué plusieurs fois, de Donald Trump, et c'est vrai, on parle là de spiritualité, de religion. On a l'impression qu'aux États-Unis, il est en train d'amener cette nouvelle vague aussi de spiritualité avec lui, et ça va causer un énorme changement. Je parlais il y a quelques jours avec une jeune Américaine qui détransitionne, et j'espère la voir en interview très bientôt. Elle est pro-Trump, elle est devenue pro-Trump, et elle m'expliquait que c'est un vrai changement qui est en train de s'opérer dans la société. Elle qui avant était une démocrate convaincue, on imagine bien ce qu'elle a passé. Et on le voit aussi avec des sociétés américaines, des grandes entreprises là qui sont en train de se désolidariser de tous les mouvements LGBT et tout. On en est loin, nous encore en France, on a l'impression qu'on en est loin. Mais j'avais envie de vous interroger surtout, voilà, là, on attend le 20 janvier, on a l'impression qu'on l'attend de manière très impatiente. On est là, on attend vivement sa prise de pouvoir. Vous l'avez dit, il a nommé Robert Kennedy Jr. à la santé. Vous avez fait une vidéo là tout récemment, là il y a quelques heures, je crois, sur la nomination du professeur Jay Bhattacharya au poste de directeur du NIH. Est-ce que vous pensez que toutes ces bonnes nouvelles, allez, j'ose le dire, ces bonnes nouvelles auront un impact en France? Écoutez, je me permets juste de corriger votre qualificatif. Je crois que je ne suis pas optimiste, je suis possibiliste. Ce qui m'intéresse dans les situations, c'est d'essayer d'appréhender ce qui est possible. Ce qui est aussi une manière d'ailleurs de cultiver l'espérance, parce que si en tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et si quelque chose a l'air d'être possible malgré tout, à ce moment-là, ça permet de se sentir un peu optimiste. Mais vous voyez, c'est pas de l'optimisme postural en quelque sorte. Oui, ce que vous signez est passionnant parce que, à mon sens, c'est là où ça va se jouer. Les États-Unis sont, à moins d'y avoir vécu plusieurs années, une réalité assez incompréhensible pour l'Européen et le Français en particulier. Et notamment du fait de la prégnance du religieux. C'est un pays qui s'est construit sur la base de l'émigration des minorités religieuses qui ne pouvaient pas pratiquer en Europe et qui ont été vivre là-bas pour pouvoir pratiquer leur religion. Et ce que j'observe, c'est que, en tout cas dans les personnes que Trump a nommées, Robert Kennedy et Jay Bhattacharya, mais d'autres sont profondément croyants. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques intéressantes de la résistance. Partout. Alors, je le redis, je le dis pas en tant que prosélyte d'une religion quelconque, mais on voit que, et ça je l'ai beaucoup vu avec des dissidents à qui j'ai parlé, tôt ou tard, on voit que c'est des gens qui ont la foi. Certains pratiquent religieusement, d'autres pas, mais il y a une foi en l'être humain, une foi au devenir possible, une foi dans cette valeur de dignité infinie au cœur de chacun qui, pour moi, est sacrée. Chaque être humain est sacré, inviolable, doit être respecté parce que c'est une image du divin, de plus grand que soi, de ce qui est bon dans l'univers. Et on voit que les gens qui vraiment se sont bougés et ont résisté sont à de très rares exceptions près dans cet état d'esprit, ce qui n'exclut pas qu'il y ait des athées ou des agnostiques, parce qu'on peut être athée et très spirituel, vous voyez, je ne parle pas d'appartenance religieuse. Et en ce qui concerne Trump, c'est une vraie question.
Parce que comme je vous le dis, il y a quand même toutes ces associations inquiétantes. Il est en train de renommer des faucons du complexe militaro-industriel à certains postes. Il fait certaines nominations qui sont très encourageantes, comme Tulsi Gabbard ou les personnes que nous avons nommées, qui, eux, vraiment donnent tous les gages d'honnêteté et d'intégrité et de probité, entre autres basés sur une spiritualité. Mais voilà, Trump est aussi un inconditionnel d'Israël, quoi qu'il en soit et quoi qu'il fasse. On voit que Musk aussi va se mettre à genoux devant Netanyahou, qui est quand même un des pires psychopathes de notre époque. Donc voilà, pour moi, en tant que possibiliste, c'est pas gagné. Mais une des hypothèses, alors vous savez qu'autour de la tentative d'assassinat de Trump, il y a des doutes assez intéressants. Notamment quant à cette photo qui a été faite où on voit la balle passer, et de nombreux experts disent que c'est techniquement impossible, et même avec un coup de chance, ça ne pourrait pas sortir comme ça, ce qui du coup doit quand même nous mettre la puce à l'oreille que peut-être, je n'en sais rien, les choses ne sont pas déroulées exactement comme on nous le raconte. Mais si elles se sont déroulées d'une manière assez proche de ce qu'on nous dit, il semble, c'est en tout cas ce que Robert Kennedy Jr. dit de la conversation qu'il a eue avec Trump 2 jours après la tentative d'assassinat. Ils se sont téléphonés juste après, ils se sont vus 2 jours plus tard, et que Trump, d'après lui, et j'ai pas de raison d'en douter, a vraiment l'impression que la main de Dieu a fait dévier la balle pour assurer qu'il aille au bout dans son projet, qui est de mettre en échec ces forces démoniaques, pédocriminelles. Le candidat roumain qui a longtemps travaillé à l'ONU en tant que directeur a dit très clairement, les gens de Davos et Schwab ne sont pas des humains comme vous et moi, ce sont des pédocriminels satanistes. Et on voit plein d'indices de ça à beaucoup d'endroits. Et on a un dernier témoignage aussi d'Anneke Lucas qui vient d'accuser clairement David Rockefeller. Bah oui. Voilà, donc dans le meilleur scénario, dans le champ des possibles, cette intention est vraiment authentique, ils vont se donner les moyens, ça va donner un combat de titans parce que l'État profond n'est pas prêt de se rendre, il va tout faire pour mettre en échec les meilleures volontés. Là où je reste, là encore possibiliste, et quand on dit on sent pas le wokisme en train de s'effondrer en Europe, j'ai souvenir, je le cite beaucoup, mais parce que ses sagacités sont tellement précises. J'ai souvenir de Michel Maffezoli qui disait en réponse dans une interview, mais moi je serais pas inquiet avec le wokisme. La population, le bon sens populaire n'a jamais mordu à l'hameçon. On l'a conditionné en faisant croire que c'était intolérant de pas être acquis à la mutilation des jeunes pendant l'adolescence, mais c'est tellement illogique, c'est tellement choquant, c'est tellement déshumanisé que cela peut tenir dans le champ collectif le temps de la bouffée délirante, mais ça ne correspond pas à une adhésion réelle. Et on voit effectivement, alors là que le wokisme est en train de s'effondrer complètement aux États-Unis, on voit qu'en France, autour des programmes de sexualisation de l'enfant à l'école dès la maternelle, il y a une résistance qui est en train de monter. Donc moi, je vois ça vraiment avec quelque chose de très curieux. Bon, c'est mon boulot, donc évidemment, c'est assez passionnant à vivre comme époque, malgré toutes les horreurs qui s'y déroulent. Mais je vois, vous voyez, ce point de bascule qui se construit. Et un autre principe sociologique auquel Maffezoli aime se référer, celui de saturation, qu'on doit à un sociologue américain d'origine russe qui s'appelait Sorokin, c'est que la société, elle se sature d'éléments nouveaux d'une manière qui, dans un premier temps, est invisible, comme quand on met des cuillerées de sucre dans un thé, ça se dissout, puis à un moment, ça se dissout plus. Et là, il y a la bascule. Et cette bascule, on s'en approche. Vous savez, c'est vrai que la population, notamment française, qui est quand même assez insurrectionnelle dans son ethos, est extraordinairement docile d'une manière un peu navrante, mais vous connaissez l'adage, il faut se méfier de l'eau qui dort. Les gens, ils prennent sur eux, ils sont de moins en moins dupes, et le moment où le ressort va se détendre, ça risque d'être à la fois très cinglant, très chaotique, mais très rapide. Et on voit par exemple avec la situation sécuritaire au Salvador, qu'on peut aller très vite dans le fait de corriger les choses. Donc même si on a l'impression que la France n'est plus qu'un vaste champ de ruines, ce qui malheureusement est le cas à certains égards, là encore je reste possibiliste quant au fait qu'une fois cette clique de criminels et de psychopathes et de pervers actuellement au pouvoir évacuée,
on puisse retrouver vite et bien la recréation de quelque chose qui sera encore meilleur que ce qu'on a connu. En tout cas, c'est le défi qui nous est adressé. J'espère que nous serons à la hauteur. Bien, je l'espère aussi. Je crois que je vais devenir aussi possibiliste comme vous. Je rappelle que Michel Maffezoli, et Hélène Stroll ont signé la postface de votre livre, dont je rappelle le titre, La fabrication du désastre, qui est disponible depuis le mois de mai 2024. Je vous remercie infiniment, Jean-Dominique Michel, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Kate, et de tout ce que vous faites dans le média en 4K2. J'aime beaucoup la tonalité. C'est ce que j'aime. C'est combatif, c'est franc, c'est direct. On ose y aller, on ose dire les choses, ça fait énormément de bien. Et voilà, moi je sais aussi par les retours que nous donnent les gens qui nous suivent, vous, moi et d'autres, le fait qu'ils nous disent mais merci, 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 vous nous permettez de garder espoir, de voir effectivement les éléments qui nous permettent de comprendre, mais aussi de se dire que peut-être il y aura des choses à faire le moment venu. Donc voilà, on tire tous à la même corde. J'ai coutume de dire, le premier qui se décourage a perdu. À nous de faire en sorte que ça ne soit pas nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message plein d'espoir, parce qu'effectivement, c'est pas facile tous les jours. Je dois dire que c'est un combat tous les jours, et nous tenons bon, en tout cas. Merci. À bientôt, Jean-Dominique. À bientôt. Au revoir.